Salut les passionnés de voitures classiques et bienvenue à Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on a une deep dive spéciale pour vous. Une plongée en profondeur dans l'histoire d'une voiture japonaise, rare et fascinante, la Mazda 323 GTR. Wow. Vous savez, on parle beaucoup des icônes comme la Skyline ou la Oui, Supra, oui. mais la 323 GTR avec seulement 200 exemplaires vendus en France. Oui. C'est presque une légende oubliée. Ah oui, la 323 GT1, une petite bombe méconnue qui cache bien son jeu. C'est une voiture qui a un héritage rallye impressionnant, né d'un défi lancé à Mazda par Achim Wambold. Un défi, c'est intriguant, racontez-moi ça. Imaginez Wambold, qui a notamment eu Janto comme copilote, Ah oui? était convaincu que la 323 pouvait rivaliser avec la reine du rallye de l'époque, la Lancia Delta HF Integral. Ouais. Sauf que la Delta, c'était une voiture de luxe. Oui. Wambold, lui, visait un public plus jeune, Oui. des passionnés avec un budget plus serré. Donc, il voulait une sorte de Delta intégrale accessible à tout ça. Exactement. Une voiture performante, capable de s'illustrer en rallye, Ouais. mais sans se ruiner. Hmm. Il faut croire qu'il a réussi à convaincre Mazda, Ouais. parce qu'ils ont relevé les défis. Et c'est comme ça que la 323 GTR est née. Oui, en 1992, Mazda sort cette petite bombe, produite en série limitée seulement de 200 exemplaires dans le monde entier. Oui. Donc, comme vous l'avez dit, seulement 200 pour la France. Ce qui explique sa rareté aujourd'hui. Bon, on a parlé de rallye, de défi. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qui rendait la 323 GTR si spéciale? Alors, accrochez-vous bien, parce qu'on parle d'un système de transmission intégrale à visco-coupleur, d'un turbo qui envoyait du lourd pour l'époque, Ouais. et de performances qui n'avaient rien à envier à des sportifs bien plus chers. D'accord, là, vous avez piqué ma curiosité. Par où on commence ça? Commençons par le commencement. Oui. On a la chance d'avoir accès à des extraits du fax original envoyé par Wambold à Mazda en 1988 par Wii. C'est vraiment fascinant de voir comment il a présenté son idée. On peut presque remonter le temps et revivre ce moment clé. Qu'est-ce qu'il disait exactement dans ce fax? Wambold commence par mettre en avant le succès de la Lancia Delta HF intégrale en Europe. Il explique que cette voiture est performante, oui, mais trop chère pour le public qu'il vise. D'accord. Il veut proposer une alternative plus abordable. Donc, dès le départ, il avait une vision très claire du marché et du public qu'il voulait toucher. Oui, absolument. Et il insiste sur un point important. Une victoire en championnat du monde des rallyes serait un énorme coup de pouce pour l'image de Mazda, Ouais. surtout auprès des jeunes. C'est un peu comme s'il leur disait, si vous voulez conquérir le cœur des jeunes, il vous faut une voiture capable de gagner en rallye. Exactement. Et Mazda, séduit par cette vision ambitieuse, a fini par donner son feu vert au projet. Et pour pouvoir participer au championnat du monde des rallyes. Il fallait produire un certain nombre d'exemplaires de la version routière, n'est-ce pas? La fameuse homologation. Tout à fait. Il fallait produire au moins 2 pas 500 exemplaires pour pouvoir engager la 323 GTR en groupe A. Finalement, Mazda en a produit 200, dont seulement 200 pour la France, comme on l'a dit. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, parlons un peu de la bêta. Ouais. À quoi ressemblait cette 323 GTR? Alors, question. Look, disons qu'elle ne sait personne indifférent. Certains la trouvaient même un peu polarisante. Ah oui, avec son style très années 90, j'imagine. Exactement. Imaginez un gros pare-choc avant avec d'énormes anti-brouillards. Ouais. 3 prises d'air sur le capot. Un aileron arrière bien visible des jantes en alliage à 10 branches. Oui. Et bien sûr, les fameux stickers Full-Time Capability with Viscous LSD sur les côtés. Ah oui, c'est stické. Impossible de les rater. Oh! C'était une vraie déclaration d'intention. Exactement. Mazda n'a pas fait dans la discrétion avec la 323 GTR. Elle affichait clairement ses ambitions sportives. Et à l'intérieur, c'était comment? Aussi radical. Moi, c'est plutôt l'inverse. L'habitacle était assez spartiate fonctionnel. Ouais. Pas de fioritures, pas de gadgets inutiles. Mazda a mis l'accent sur l'essentiel, la performance et l'efficacité. Donc pas de cuir ni de bois précieux. Non, rien de tout ça. Des sièges baquets D'accord. pour un bon maintien dans les virages. Oui. Mais sinon, c'était assez basique. Pas de vitre électrique, pas de climatisation. Ouais. L'idée, c'était d'avoir une voiture légère et agile. Un vrai cockpit de pilote, quoi. Exactement. La 323 GTR, c'était une voiture pour les puristes. Ouais. Ceux qui recherchent les sensations brutes. Bon, maintenant, il est temps d'ouvrir le capot et de découvrir le cœur de la bêta. On parle d'un 1,8 litres turbo, c'est bien ça? Oui, un 1,88 CS soupape, baptisé BPT. C'est une évolution du moteur BP atmosphérique qu'on trouvait sur la MX-5 et la 323 standard. Mais pour la GTR, les ingénieurs de Mazda l'ont sérieusement boosté. Oh oui. Ils l'ont équipé d'un turbocompresseur IHI RHFCCB.
Une belle bête pour l'époque, Hmm. montée sur roulement à billes pour une meilleure réactivité. Hmm. Ce turbo était capable de souffler jusqu'à 2 bars de pression, ce qui était énorme à l'époque. Impressionnant. Et quelles étaient les autres modifications apportées au moteur? Ils ont agrandi l'intercoolé et l'ont placé devant le radiateur pour un meilleur refroidissement. D'accord. Ils ont aussi retravaillé les collecteurs d'admission et d'échappement pour optimiser les flux d'air et minimiser le fameux turbolag. Ah oui, ce temps de réponse du turbo qui pouvait être frustrant sur certaines voitures. Oui. Et c'est comme si on attendait que la puissance arrive. Exactement. Mazda voulait une réponse instantanée à la moindre sollicitation de l'accélérateur. Et en termes de puissance, on était sur quoi? Au Japon, le moteur développait 210 chevaux, Mhm. mais pour l'Europe, à cause des normes anti-pollution plus strictes. Il a été dégonflé à 185 chevaux. 185 chevaux pour une voiture de cette taille, ça devait déjà envoyer du lourd. Ok, oui. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont la puissance était délivrée. Contrairement aux turbos modernes, qui ont souvent un comportement brutal, Ouais. le moteur de la 323 GT-R avait une montée en puissance très linéaire. Un peu comme les moteurs atmosphériques. Exactement. Il fallait vraiment cravacher le moteur pour en tirer la quintessence. Et c'est ce qui rendait la conduite si grisante. On imagine le plaisir de conduite que ça procurait. Bon, on a parlé du moteur, mais Oui. qu'en est-il de la transmission intégrale? On a dit qu'elle était à visco-coupleur. Mhm. Mais comment ça fonctionnait concrètement? Alors, c'est un système assez ingénieux. Contrairement à l'Audi Quattro ou à la Lancia Delta Intégrale, qui utilisait un différentiel Trossen, Mhm. la 323 GT-R avait un viscocoupleur central et un viscocoupleur arrière. Et en pratique, qu'est-ce que ça changeait? La répartition du couple était de 57% sur l'arrière et 43% sur l'avant. Ça donnait à la voiture un comportement plus joueur, avec une tendance au survirage. Un peu comme une propulsion déguisée. Exactement. On pouvait s'amuser à la faire glisser en virage, Ouais. tout en gardant une bonne dose de sécurité grâce à la transmission intégrale. Un bon compromis entre plaisir et sécurité. Donc. Et les suspensions, elles étaient comment? Alors là aussi, Mazda a fait du bon travail. Hmm. Ils ont opté pour des McPherson à l'avant et un système à double triangulation à l'arrière. Oui. Le fameux TTL de Mazda. Des suspensions plus fermes que sur la 323 standard, j'imagine. Bien sûr. Avec des cils en bloc plus rigides, Hmm. des ressorts plus courts et des barres anti-roulis plus grosses. Oui. Le résultat, c'était une voiture très agile, précise et qui virait à plat. Parfait pour attaquer les routes sinueuses. Exactement. La 323 GT-R, c'était une vraie petite bête de rallye, Ouais. conçue pour avaler les kilomètres avec plaisir et efficacité. Et elle n'avait pas à rougir face à la concurrence en termes de performance pure. Absolument pas. Elle était capable de rivaliser avec les meilleurs de sa catégorie. Le 0 à 100 km/h était abattu en 7 secondes, le kilomètre départ arrêté en 27,2 secondes, et la vitesse de pointe atteignait 221 km/h. Waouh! Pour une voiture de 185 chevaux, c'est impressionnant. Oui, et c'est là qu'on voit tout le talent des ingénieurs de Mazda. Ouais. Ils ont réussi à optimiser chaque élément de la voiture pour en tirer le maximum. Un vrai travail de passionné. Bon, on a bien décortiqué la 303 GT-R, Oui. mais qu'en est-il de sa carrière en rallye? Est-ce qu'elle a été à la hauteur des attentes de Rumble? Malheureusement, pas vraiment. Hein? La 323 GT-A a été pénalisée par sa cylindrée Hmm. qui la reléguait dans des catégories inférieures au groupe A, D'accord. pour la rencontrer des rivales plus puissantes. C'est dommage. Elle avait pourtant tout le potentiel pour briller. Oui, mais elle a quand même remporté quelques victoires. Ah. Elle a notamment été championne du monde en groupe N en 1993, Ouais. pilotée par l'Italien Alex Fassina. Et la même année, Maurice Choma a remporté le championnat de France des rallyes sur terre au volant d'une 323 GT-R. C'est déjà une belle réussite. Et ça prouve que la 323 de GT-R avait le potentiel pour gagner même face à des adversaires plus puissants. Bon, on arrive à la fin de cette première partie de notre deep dive. On a vu que la Mazda 323 GT-R, c'est une voiture rare née d'un défi, Oui, avec un look unique et des performances impressionnantes. tout à fait. Mais c'est pas tout. Dans la deuxième partie, on va explorer plus en détail son moteur, sa transmission intégrale, et on va essayer de comprendre ce qui la rendait si spéciale à conduire. Restez avec nous, ça va être passionnant. Exactement. Alors, prêt à replonger sous le capot de la 323 GT-R, on va décortiquer ce fameux moteur 1,8 litres BPT Carrément. qui lui donnait des ailes. On a vu qu'il était dérivé du bloc BP atmosphérique. Oui. Mais j'avoue que j'ai du mal à saisir ce qui le rendait si spécial. C'était juste une question de turbo. C'est vrai qu'à première vue, on pourrait penser ça.
Mais les ingénieurs de Mazda ne se sont pas contentés de greffer un turbo et de crier victoire. Ils ont vraiment optimisé tout le moteur pour en tirer le maximum. Dites-moi en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Prenez Turbo par exemple. C'était un Heichi RHF6CZ monté sur roulement à billes. Ouais. À l'époque, c'était une technologie assez rare réservée aux voitures de sport haut de gamme. Et ça changeait quoi concrètement? La différence, c'est la réactivité. Avec des roulements à billes, le turbo s'enclenchait plus rapidement, sans ce temps de latence qu'on avait sur les turbos traditionnels. Ah oui, le fameux turbo là. Voilà, C'est vrai que c'était assez frustrant d'attendre que la puissance arrive. exactement. Ouais. Avec la 323 GTR, la puissance était là. Dès qu'on appuyait sur l'accélérateur, c'était instantané. On imagine la différence de sensation au volant. Imaginez, vous êtes sur une petite route de montagne, vous sortez d'un virage serré, vous appuyez sur l'accélérateur. Ouais. Et le turbo se met en route instantanément, vous propulsant vers le prochain virage avec une force incroyable. Ça donne envie. Et ce n'est pas tout. Mazda a aussi soigné le refroidissement du moteur. Ils ont agrandi l'intercoolé et l'ont placé devant le radiateur pour un maximum d'efficacité. C'est vrai qu'avec un turbo qui souffle à 2 bars, Oui. il faut un bon refroidissement. Absolument. Et pour optimiser les flux d'air, ils ont conçu des collecteurs d'admission et d'échappement spécifiques avec une géométrie assez complexe. L'objectif, c'était d'avoir une meilleure combustion. Exactement. Ils voulaient une distribution d'air parfaitement équilibrée entre les cylindres pour une puissance maximale et une consommation optimale. On sent que rien n'a été laissé au hasard. Non, vraiment pas. Mazda voulait créer un moteur à la fois performant et fiable. Ils ont réussi leur pari. On a parlé de la puissance, mais est-ce que ce moteur était agréable à utiliser au quotidien? Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant avec ce 1,8 litres turbo, c'est sa souplesse. D'accord. Il avait du couple à bas régime, ce qui le rendait agréable à conduire en ville. Donc, pas besoin de cravacher le moteur en permanence. Non, pas du tout. On pouvait rouler tranquillement à bas régime. Ouais. Et dès qu'on avait besoin de puissance, il suffisait d'appuyer sur l'accélérateur pour que le turbo se mette en route. Un vrai moteur à double personnalité. Bon, on a bien compris que le moteur était un point fort de la 323 GTR. Oui. Mais qu'en est-il de sa transmission intégrale? On a dit qu'elle était à vis-de-coupleur. Mais j'avoue que j'ai du mal à voir la différence avec un système Torsen. Alors le Torsen, c'est un système plus sophistiqué, plus réactif. Mais il est aussi plus coûteux à produire. Le viscocoupleur, lui, est plus simple, plus économique. Et en termes de performance, est-ce qu'il y avait une grande différence? Le Torsen est généralement considéré comme plus performant, D'accord. surtout en conduite sportive. Mais le viscocoupleur de la 323 GTR était bien calibré. Il offrait une bonne motricité et il permettait de s'amuser un peu en virage. On a dit que la répartition du couple était de 5,743 avec plus de puissance sur l'arrière. Est-ce que ça rendait la voiture difficile à contrôler? Non, pas du tout. La 323 GTR était une voiture très équilibrée, la transmission intégrale veillait au grain et elle permettait de rattraper les dérives facilement. Donc on pouvait s'amuser un peu en virage sans risquer de se retrouver dans le décor. Exactement. C'est ce qui rendait cette voiture si attachante. Elle était à la fois performante et facile à prendre en main. Un bon compromis pour une voiture destinée à un usage quotidien. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier les suspensions. Oui. Elles jouaient un rôle important dans le comportement de la voiture. On a dit qu'elles étaient plus fermes que sur la 323 standard. Mais concrètement, qu'est-ce que ça apportait? De la précision, de la stabilité et un meilleur ressenti de la route. La 323 GTR était une voiture très agile qui virait à plat. On avait vraiment l'impression de faire corps avec la machine. On imagine le plaisir que ça devait être de la conduire sur une route sinueuse. C'était un vrai régal. On pouvait enchaîner les virages avec une facilité déconcertante. La voiture était collée à la route et elle répondait au doigt et à l'œil. Et le freinage, il était à la hauteur des performances. Oui, absolument. Mazda avait prévu des freins à disque aux 4 roues avec des étriers plus rigides et un mètre-cylindre plus gros que sur la 393 standard. Donc on pouvait freiner fort et tard sans problème. Exactement. Le freinage était puissant et endurant. C'était un élément essentiel pour une voiture aussi performante. On a beaucoup parlé de la technique, Oui. mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur le design de 323 GTR. On a dit qu'il était assez particulier, qu'il divisait un peu les opinions. Vous, qu'en pensez-vous? C'est vrai que ne passait pas inaperçu. Personnellement, j'aime bien son côté un peu brut de décoffrage, très typique des années 90. Elle avait un côté manga, avec ses lignes anguleuses, ses gros pare-chocs et ses prises d'air béantes sur les capots. Et ces fameux stickers Full-Time Cardo Blade Day with Viscous LSD sur les côtés. Ah oui. On ne pouvait pas les rater.
Ces stickers, c'était un peu la signature de la 323 GTR. Un vrai manifeste pour la performance et la technologie. On imagine la tête des autres automobilistes quand ils voyaient cette 323 débarquer dans leur rétroviseur. Ils devaient se demander ce que c'était que cette petite bombe qui les talonnait. Et à l'intérieur, c'était comment? Aussi extravagant que l'extérieur. Non, là, c'était plutôt sobre et fonctionnel. Mazda a mis l'accent sur l'efficacité sans fioritures inutiles. Pas de cuir ni de bois précieux. Non, Ouais. rien de tout ça. Des sièges baquets en tissu un volant à 3 branches et une planche de bord assez classique. Mais l'essentiel était là. L'ergonomie était bonne, les commandes tombaient bien sous la main et la position de conduite était parfaite pour attaquer les virages. Un vrai cockpit de pilote, quoi. Non. Bon, on a bien décortiqué la 323 GTR sous tous ses coutus. On a vu qu'elle était performante, agile et agréable à conduire. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur cette voiture fascinante. Dans la troisième partie, on va explorer son histoire, son contexte. Et on va essayer de comprendre ce qui a poussé Mazda à créer cette petite bombe. Restez avec nous. On a vu que la 323 GTR était une voiture exceptionnelle. Mais comment est-ce qu'elle a vu le jour? On a évoqué Hakim Warhol et son pari fou. Oui, Mais j'aimerais bien qu'on explore ça plus en détail. avec plaisir. L'histoire de la 323 GTR, c'est vraiment le fruit d'une rencontre improbable entre un pilote visionnaire et un constructeur en quête de reconnaissance sportive. On se croirait presque dans un film. Figurez-vous qu'au début des années 80, Hakim Warhol, ancien pilote de rallye et à la tête du Mazda Rally Team Europe, est convaincu que la 323 a un potentiel sportif énorme. Il la voit rivaliser avec les meilleurs, notamment la Lancia Delta HF intégrale qui dominait le championnat du monde des rallyes à l'époque. La Delta, une véritable légende. Mais c'était une voiture très chère, pas vraiment à la portée de toutes les bourses. Exactement. Et c'est là que Warhol a une idée de génie. Il propose à Mazda de créer une version sportive de la 323. Ouais, Plus abordable que la Delta, mais tout aussi performante. d'accord. Il vise un public plus jeune, des passionnés qui rêvent de sensations fortes sans se ruiner. Une sorte de Delta du peuple, quoi. C'est ça, une voiture capable de briller en rallye le week-end, mais aussi d'emmener les enfants à l'école, la semaine polyvalente et performante, une vraie voiture à vivre. Et Mazda a tout de suite adhéré à cette idée. Pas vraiment. Au début, les dirigeants de Mazda sont sceptiques. Ils ne voient pas la 323 comme une future championne de rallye, mais Warhol est tenace. Il leur présente des rapports, des analyses. Oui. Il met en avant le succès de la Delta et le potentiel du marché des sportives abordables. Un vrai travail de persuasion. Oui, et il ne lâche rien. En 1988, il envoie un fax à Mazda, un véritable plaidoyer pour la 323 GTR. Il y décrit sa vision, son ambition, et insiste sur les retombées positives pour l'image de Mazda. Et ce fax a été le déclic. Absolument, le fax de Warhol fait mouche. Les dirigeants de Mazda sont convaincus. Ils donnent leur feu vert au projet et la 323 GTR entre en développement. Et là, c'est le début d'une belle aventure. Oui. Mazda confie le développement de la GTR à une équipe d'ingénieurs expérimentés et passionnés, ceux qui ont gagné les 24 heures du Mans en 1991. Ils ont carte blanche pour créer la 323 la plus performante jamais conçue. On imagine leur motivation. Ils se lancent dans le projet avec une énergie folle. Ils repoussent les limites, ils innovent, ils peaufinent chaque détail. L'objectif, c'est de créer une voiture capable de rivaliser avec les meilleurs sans sacrifier la fiabilité et le plaisir de conduite. Et ils ont réussi leur pari. Oh que oui. La 323 GTR est une réussite totale. Elle est performante, agile et elle offre des sensations de conduite extraordinaires. Elle surprend tout le monde, même les plus sceptiques. Une vraie fierté pour Mazda. Absolument. La 323 GTR prouve que Mazda est capable de jouer dans la cour des grands. Elle devient une icône, un symbole de l'audace et du savoir-faire japonais. Et sa carrière en rallye, elle a été à la hauteur de son potentiel. Malheureusement, pas autant qu'on aurait pu l'espérer. La 323 GTR a été pénalisée par sa cylindrée. Elle était souvent confrontée à des voitures plus puissantes dans les catégories où elle évoluait. C'est dommage, elle avait pourtant tout pour briller. Oui, mais elle a quand même décroché quelques belles victoires. Ouais. N'oublions pas son titre de championne du monde en groupe N en 1993 avec Alex Fassina au volant et le titre de champion de France des rallyes sur terre la même année grâce à Maurice Chemin. Des victoires qui prouvent son potentiel malgré les obstacles. Exactement. La 323 GTR n'a peut-être pas eu la carrière qu'elle méritait en rallye, mais elle a marqué les esprits. Et aujourd'hui, elle est devenue une voiture de collection très recherchée. Oui, sa rareté, son histoire et ses performances en font un modèle très prisé par les collectionneurs. C'est une voiture qui a une âme, un caractère bien trempé. Et son prix reste relativement accessible. Oui. Ce qui la rend encore plus attractive. Tout à fait. La 323 GTR offre un excellent rapport qualité-prix
Et elle a tout pour séduire les amateurs de youngtimers. Alors, si on résume la Mazda 323 GT-R, c'est l'histoire d'un pari fou, d'une vision audacieuse et d'une passion pour le sport automobile. C'est une voiture qui a déjoué les pronostics, qui a surpris les experts et qui a marqué son époque. Et aujourd'hui, elle continue de fasciner les passionnés. Tout à fait. La 323 GTR, c'est plus qu'une voiture, c'est une légende. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. Je suis sûr que les auditeurs de Vintage Car Chronicles ont adoré découvrir l'histoire de cette voiture méconnue. Avec plaisir. J'espère qu'ils auront autant de plaisir à la découvrir que j'en ai eu à vous la raconter. Et pour tous nos auditeurs, n'oubliez pas que Vintage Car Chronicle est une émission quotidienne. On se retrouve demain pour une nouvelle plongée dans l'univers des voitures de collection. À bientôt.